Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Tout pour ma santé, le podcast pour la santé et la performance du sportif. Donc je me présente, moi c'est Alexandre Offray, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, coach sportif et aussi je suis un grand pratiquant de sport d'endurance, à commencer par le vélo, le trail et ce depuis plus de 20 ans. Et forcément dans ce podcast j'essaie de vous transmettre le plus de connaissances possible parce que j'éprouve vraiment une véritable passion pour les sports d'endurance, pour l'entraînement, pour la récupération, pour la gestion des blessures et j'essaie de vous transmettre un maximum de ces connaissances pratiques avant tout, avec toujours comme objectif de vous donner d'abord les connaissances pour que vous compreniez les choses, puis ensuite les conseils pratiques pour appliquer les choses au quotidien parce que sinon ça ne sert à rien. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de récupération. Et mon objectif, c'est de vous permettre de mieux récupérer, optimiser votre récupération après vos entraînements. Parce que il est clair que, voilà, peut-être que vous êtes dans le cas régulier qu'on peut tous retrouver quand on s'entraîne régulièrement, à savoir vous venez de faire un entraînement difficile ou vous sortez d'une période intense d'entraînement, vous êtes en pleine préparation, vous avez vraiment poussé votre organisme un peu dans ses limites et ses retranchements, et là, qu'est-ce qui doit se passer? Vous avez fatigué votre organisme, et pour progresser, il va falloir lui laisser le temps de récupérer. Et la vraie magie, on va dire, de l'entraînement, elle arrive finalement dans les heures et les jours qui suivent votre séance, qui suivent votre période d'entraînement. Et c'est important de comprendre que sans une récupération optimale, il ne peut pas y avoir de progrès. On va d'ailleurs commencer par ça parce que c'est vraiment important de comprendre ce mécanisme. Lorsque vous vous entraînez, vous stressez votre organisme. C'est un stress positif, mais c'est un stress quand même, vous le stressez. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites de l'activité physique, vous allez clairement puiser dans vos réserves d'énergie, notamment le glycogène musculaire et hépatique. Les réserves, on va considérer que ce sont nos réserves d'énergie puisque c'est les sources de glucides qu'on peut avoir à l'effort, qui sont indispensables pour les efforts prolongés et les efforts intenses également. Vous allez aussi forcément abîmer, entre guillemets, solliciter beaucoup vos muscles, vos fibres musculaires qui vont avoir besoin de récupérer derrière. Parce qu'il va falloir reconstruire les tissus musculaires qu'on a travaillé à force de contracter encore et encore pendant des minutes et des heures à l'entraînement nos différents muscles. Et vous allez aussi avoir quelque chose de primordial, c'est une reconstruction de l'ensemble des tissus de l'organisme. Il n'y a pas que les muscles, on parle souvent des muscles, mais finalement, n'oubliez pas que tous les tissus, toutes les cellules qui sont mises à rude épreuve pendant l'effort doivent être potentiellement réparées, renforcées, consolidées, à savoir les tissus conjonctifs, les tendons, les os, les articulations, le cartilage, les ligaments, mais aussi le tissu nerveux qui est responsable de la contraction musculaire, un gros travail au niveau du système nerveux central et périphérique. Vous avez aussi tous les vaisseaux, les capillaires, le système respiratoire. Tout ça, ça doit être réparé après l'effort. Et c'est pendant la période de récupération que l'on permet de contrecarrer le stress qu'on a accumulé pendant l'effort. Et si on veut s'adapter à notre entraînement et donc progresser, on doit stresser suffisamment notre corps pendant l'effort, puis lui laisser suffisamment de temps pour qu'il puisse se réparer, se reconstruire et récupérer entièrement. Donc le concept, il est simple, c'est que quand vous stressez votre organisme via l'effort physique, vous avez ensuite une fatigue qui s'installe. Et vous allez pendant la phase de récupération laisser le temps à votre corps d'éliminer la fatigue, éliminer aussi l'inflammation, réguler, contrebalancer le système hormonal, le système immunitaire également. Et en fait, souvent on oublie que c'est pas tant pendant votre entraînement que vous allez faire le plus de progrès, mais c'est surtout en enchaînant entraînement puis période de récupération. Parce que pendant toute cette phase de récupération, l'objectif de votre organisme, c'est de se dire, ok, là je viens de subir
un effort physique intense, qui est un peu au-delà de mes capacités, donc qui m'a stressé cet effort. Et si on me redemande de faire cet effort plus tard, je veux être prêt. Donc, pendant cette phase où il y a la fatigue, l'organisme ne peut pas performer autant qu'avant l'entraînement. Donc, vous avez une baisse des performances. Et ça, c'est naturel. Et une fois que le corps récupère, on doit laisser suffisamment de temps à votre corps pour que justement le niveau physique, la fatigue, pardon, vraiment se dissipe progressivement, que le corps ait ce fameux temps suffisant pour se reconstruire même plus fort qu'il n'était avant l'entraînement que vous venez de faire. Et là, on veut à nouveau recommencer un autre entraînement pour stresser à nouveau le corps. Et c'est ce qu'on appelle le principe de surcompensation. On a ces variations de performance. Et si vous ne laissez pas suffisamment de temps de récupération derrière, en fait, vous ne laissez pas à votre corps le temps nécessaire pour que vous ayez ce phénomène de surcompensation, à savoir un retour à la normale du niveau de performance, voire même idéalement avec la surcompensation, de meilleures performances que ça n'a été. Alors forcément, c'est pas toujours le cas d'un entraînement à l'autre. Il faut voir ça sur vraiment le long terme et l'ensemble de vos entraînements. Mais si du coup on réduit cette période de récupération et que vous n'avez pas suffisamment de temps, que le corps n'a pas suffisamment de temps, non seulement vous faites que creuser votre tombe parce qu'en fait vous renforcez toujours la fatigue, vous retravaillez sur de la fatigue, vous en remettez encore, puis encore, donc le niveau de fatigue se gonfle de plus en plus, augmente de plus en plus, et ça risque à force de vous orienter, de vous conduire au surentraînement avec cette fatigue chronique et une baisse des performances à long terme, et également risque accru de blessures parce que les tissus n'ont pas suffisamment de temps et d'énergie pour se reconstruire plus fort. Vous voyez, ça devient très contre-productif et toute la subtilité de l'entraînement, c'est ça, c'est de s'entraîner suffisamment pour stresser votre corps, et ça dépend de votre niveau personnel de conditions physiques. Donc quand on n'a pas fait de sport depuis longtemps ou quand on a coupé après l'hiver et qu'on a une condition plus basse, un rien et ça straine notre organisme. Et puis donc ce niveau de stress il va être variable en fonction de votre condition. Plus vous allez vous entraîner, récupérer et augmenter votre condition physique, plus vos capacités à tolérer de la charge d'entraînement va être importante et plus donc il vous en faudra pour stresser suffisamment et faire des progrès. Et puis c'est pareil pour la période de récupération. Au début, le temps de récupération est plus long. Vous pouvez peut-être faire qu'une seule séance intense par semaine et une sortie longue, que ça soit en vélo, en course à pied ou en triathlon. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit, ok, dans les programmes, on parle souvent de 2 séances intenses par semaine, une sortie longue. Je vais faire la même chose. Mais si vous récupérez pas entre ces séances-là, vous n'allez jamais progresser. C'est impossible de faire des progrès si vous êtes dans cette mentalité de vous dire, c'est un peu le no pain no gain. Je force sur la fatigue, je force sur la douleur, je force sur la difficulté. C'est comme ça qu'on progresse en sport. Et on s'est rendu compte que non, s'il n'y a pas suffisamment de temps pour récupérer et que la récupération n'est pas optimale, il n'y aura pas de progrès. Et vous vraiment risquez de non seulement stagner, mais en plus de régresser. Et ça, c'est assez fréquent et commun. Donc, l'objectif ici, c'est de vous donner tout ce qui est indispensable pour bénéficier de ce phénomène de surcompensation en optimisant votre récupération. Plus elle est bonne, plus vous allez rapidement retrouver vos niveaux de performance et vous allez éliminer la fatigue que vous venez d'accumuler dans votre séance d'entraînement, et plus vous allez pouvoir vous réentraîner mieux et voire plus par la suite et toujours progresser. C'est super important à la fois de savoir comment objectiver, évaluer votre récupération et puis aussi quels sont les éléments à mettre en place en dehors de votre entraînement pour pouvoir l'optimiser. Donc ça c'est vraiment indispensable et je vais vous présenter ce qui fonctionne chez le sportif d'endurance, en course à pied, en trail, en cyclisme, en triathlon. Voilà, ça ce sont vraiment les piliers qu'on va voir ensemble. Donc en ce qui concerne les piliers de la récupération, ce que j'appelle les piliers de la récupération, ce sont vraiment tous les éléments qui vont être les plus importants, donc qui sont prioritaires. Je leur mets une note de priorité A. C'est vraiment
ce qu'il y a de plus important. Donc si vous devez vous concentrer au départ sur quelque chose en dehors de vos entraînements, c'est sur ces piliers-là, priorité A, à savoir nutrition et hydratation, sommeil, repos et récupération active et gestion du stress. Voilà. Donc on va pouvoir ensemble bien détailler qu'est-ce que concrètement vous devez faire dans ces piliers pour améliorer votre récupération. Si ces piliers ne sont pas solides, ne sont pas stables et que vous n'avez pas ces bases-là, après derrière les techniques qu'on va voir, qu'on peut entendre à droite à gauche concernant la récup, elles vont pas servir à grand chose parce qu'elles sont minimes en termes de résultats comparativement à l'importance de ces piliers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Malheureusement, on a parfois trop le réflexe d'aller chercher les petits détails. Mais pour nous, c'est ce qui va fonctionner. Moi, j'ai envie de faire ce type de massage, cette machine d'électrothérapie ou de stimulation avec les Compex par exemple, ou encore ce complément alimentaire, ou cette technique que j'ai vue à la télé parce que les athlètes de haut niveau l'utilisent. Mais en fait ça vous donne quelques pourcentages en plus, le petit plus supplémentaire. Mais c'est 3 fois rien, c'est 2, 3, 4% tout au mieux et encore. Mais alors tout le reste, les piliers, ça c'est vraiment efficace. C'est plus de 90% de la récupération. Donc comme vous l'avez compris, si vous vous entraînez dur et vous faites les bons efforts, vous suivez le bon planning d'entraînement, mais vous vous récupérez pas à côté, dites-vous que forcément ça va pas servir à grand chose. Et c'est pas votre plan d'entraînement en soi qui est à remettre en cause, c'est votre manque de récupération. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête. En ce qui concerne les piliers, on va commencer par la nutrition et l'hydratation. J'ai fait un podcast complet, mon dernier épisode, sur la nutrition pour la récupération et pour vraiment améliorer cette récup chez vous. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails là, vous allez pouvoir consulter mon épisode sur le sujet. J'ai mis aussi le lien dans la description de celui-ci pour que vous puissiez facilement accéder à cet épisode. Mais là actuellement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nutrition et l'hydratation, c'est vraiment la clé. Quand on dit nutrition et hydratation pour la récupération, ce qu'on veut, c'est absolument que vous puissiez vous nourrir, vous alimenter suffisamment pour combler les dépenses énergétiques. Si vous êtes en déficit énergétique, c'est-à-dire que vous dépensez beaucoup d'énergie et plus d'énergie que ce que vous en consommez via l'alimentation, vous ne pourrez pas récupérer complètement et vous ne pourrez pas progresser. C'est pourquoi c'est délicat, parce que chez certaines personnes, souvent, il y a beaucoup de sportifs d'endurance qui se disent, bon bah voilà, je veux m'entraîner dur, je rentre dans ma phase de prépa pour mon marathon, mon ultra, mon trail ou encore peut-être ma cyclo longue distance ou mon tri. Et puis je veux à la fois m'entraîner dur, mais je voudrais aussi perdre un peu mes petits kilos en trop que j'ai pris pendant la coupure pour arriver vraiment affûté. Alors, dites-vous une chose, c'est que c'est pas possible de faire les deux en même temps. Si vous voulez vraiment perdre du poids, vous allez forcément avoir un déficit énergétique. Et quand le corps est sous déficit énergétique, il va pas vouloir dépenser de l'énergie pour augmenter la force musculaire, augmenter la force des tissus, la résilience des tissus, construire des nouveaux tissus, des nouvelles cellules. Il ne va pas vouloir grossir, croître. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, si vous n'avez pas cette énergie-là pour récupérer et progresser, ça va pas fonctionner. Donc oui, peut-être que vous allez perdre du poids, et encore c'est pas dit, parce que parfois le corps se met en défense et vous empêche de vraiment perdre les kilos et notamment le tissu graisseux que vous souhaitez. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Si vous voulez perdre du poids, il faut le faire très intelligemment, avec un déficit calorique de 500 calories maximum par jour. Et il faut surtout avoir ce déficit plutôt les jours où vous n'avez pas besoin de récupérer vraiment à fond. Exemple, vous n'allez pas vous priver au niveau alimentaire avant un entraînement dur et intense. Vous n'allez pas vous priver de manger suffisamment pendant un entraînement dur et intense ou prolongé. Et vous n'allez pas non plus vous restreindre après cet entraînement, parce que sinon vous ne pouvez pas performer puis récupérer.
Par contre, quand vous êtes dans les jours plus faciles, on peut jouer un petit peu, mais c'est très compliqué de le faire dans de bonnes conditions et à la fois de progresser, de ne pas se blesser et de perdre un peu de poids. Donc on se concentre sur l'équilibre énergétique et ça c'est la base. Ensuite, on veut aussi un équilibre alimentaire avec le bon ratio de glucides, de protéines, de lipides. Ça, je l'ai bien détaillé dans le podcast. On veut se concentrer surtout sur un apport suffisant en glucides parce que c'est votre source d'énergie pendant les efforts longs et ou prolongés intenses. On tape dans les réserves de glucides de l'organisme, à savoir le glycogène. Et on sait que si on reste sur des réserves de glycogène trop basses pendant longtemps après un effort physique, après un entraînement dur, on perturbe la récupération. Et le temps de récupération est prolongé si on ne consomme pas rapidement, dans les heures qui suivent l'entraînement, suffisamment de glucides. Donc dès que vous entraînez, vous vous dites rapidement, sous les 1 heure, 2 heures, je dois manger quelque chose qui contient des glucides de qualité, que ce soit une collation ou un repas complet, et ça c'est indispensable. Pendant cette phase, vous allez aussi devoir vous réhydrater rapidement. On veut absolument combler les pertes hydriques que vous avez eues pendant l'effort. Déshydratation égale problème pour performer et aussi retard dans la récupération. Voilà. Si vous restez sur ça, vous ne pourrez pas récupérer de façon optimale. En ce qui concerne les protéines, c'est la même chose que les glucides. On veut un apport suffisant au quotidien. Et ça, c'est la clé, même dans les sports d'endurance, parce que vous avez tellement besoin de reconstruire les cellules et les tissus que vous avez énormément besoin de vos protéines apportées via l'alimentation. On parle de 2 grammes par kilogramme de poids de corps et par jour de protéines, ce qui fait quand même 140 grammes pour un athlète de 70 kg. Ça reste quand même très costaud. Et ça, ce sont les nouvelles recommandations. Et en plus, c'est la même chose que ce soit les jours d'entraînement intense ou les jours d'entraînement facile ou les jours de récupération. Parce qu'on a besoin de récupérer. Et sans protéines suffisantes, votre corps il va pas pouvoir reconstruire suffisamment le tissu. Il va devoir taper dans d'autres tissus de votre corps pour puiser, en les détruisant entre guillemets, pour puiser les acides aminés qui sont contenus à droite à gauche pour pouvoir recréer d'autres protéines ailleurs. Donc c'est contre-productif, il faut absolument avoir suffisamment de protéines. Donc dans votre collation ou dans votre repas après l'entraînement, on inclut 20 à 30 voire 40 grammes de protéines. On n'a pas besoin de consommer des poudres, on a juste besoin de consommer des sources de protéines de qualité. Vous avez les produits laitiers, vous avez également les viandes, les poissons, les œufs, les protéines végétales. Voilà, il y a quand même de quoi faire et on arrive vite à avoir 20-30 grammes par repas. Et l'idéal, c'est d'avoir 4 fois par jour à peu près cette dose. Il faut l'espacer dans votre journée, la répartir à chacun de vos repas et collations. Pour les glucides, n'oubliez pas que contrairement aux protéines, où on a besoin de la même quantité tous les jours, pour les glucides, c'est important de consommer plus de glucides avant, pendant et juste après les entraînements, surtout s'ils sont intenses et ou prolongés, et d'en consommer un peu moins une fois que vous êtes à distance des entraînements. C'est là où vous pouvez en consommer un peu moins. Et ça peut vous aider si vous avez un objectif de perdre du poids, de jouer là-dessus. Mais on ne se prive jamais sur le repas qui précède l'entraînement. Pendant l'entraînement non plus, on consomme suffisamment de glucides et j'ai fait des podcasts là-dessus pour bien vous aiguiller. Et après, en repas de récupération, on ne se prive pas non plus en glucides. Vous pouvez aussi utiliser une boisson de récupération avec des jus de fruits qui sont très bien assimilés, qui sont une bonne source de glucides et qui réhydratent très très bien. Le lait est une excellente boisson de récupération, très très bien absorbée et retenue par notre organisme pour se réhydrater. Le reste, pas besoin de dépenser des milliers et des cents dans des produits de diététique du sportif, vous allez dépenser de l'argent pour pas grand chose. Et à côté, bien sûr, il vous faut une alimentation équilibrée, avec suffisamment de graisses de qualité, avec des repas vraiment équilibrés, avec des fruits et des légumes, vraiment une source nutritive au niveau de l'alimentation, et ça c'est indispensable. Donc je vous invite, là j'ai résumé, j'ai parlé d'autres choses un petit peu pour compléter, mais je vous invite à bien consulter le podcast sur la nutrition.
Et ça sera aussi très important parce que j'y ai mis beaucoup de ressources, notamment des guides sur l'alimentation pour les sports d'endurance. Donc c'est super utile pour vous si vous voulez vraiment bien peaufiner tout ça. Et moi, ma philosophie, c'est de vous donner des choses simples à mettre en place, hein. On simplifie les choses et à la fin, vous saurez quoi manger, avec des idées de repas, des recettes, etc. Donc ça sera facile, consultez bien l'épisode. Ensuite, on va parler d'un autre pilier de la récupération qui est, à mon sens, peut-être encore plus important que la nutrition. Et si vous consultez l'ensemble des athlètes de haut niveau et les coachs, ils vous diront la même chose, à savoir le sommeil. Pendant votre sommeil, votre corps doit récupérer, doit se reconstruire, se réparer. Hein, c'est vraiment indispensable. Vous avez tout un tas de mécanismes qui se manifestent pendant votre sommeil. Vous avez tout ce qui est en lien avec la réparation et la croissance musculaire, avec notamment pendant le sommeil la libération de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, ça va donner un signal à votre organisme de reconstruire, réparer, croître la cellule musculaire pour être plus fort derrière. Et ça, c'est donc indispensable. Et cette libération d'hormones de croissance, elle a lieu principalement la nuit. Donc, il faut des nuits suffisamment longues et de qualité bien régulée. C'est ce qui permet aussi de réparer les tissus qui ont été endommagés, lésés pendant l'entraînement. Donc, on a un gros rôle dans la prévention des blessures également, hein. C'est pendant aussi le sommeil que vous pouvez refaire en partie votre stock d'énergie, parce que quand vous êtes au repos pendant votre sommeil, votre corps a besoin de peu d'énergie, donc il a un surplus grâce à ce que vous avez mangé avant et pendant la journée. Il va pouvoir donc stocker, refaire votre stock de glycogène pour que vous puissiez le lendemain ou le surlendemain pouvoir refaire un effort prolongé et intense et avoir du fuel, tout simplement. Le sommeil, c'est aussi indispensable pendant la récup pour cet aspect cognitif, votre fonction cognitive et de l'humeur. Parce que à l'entraînement c'est dur parfois, mentalement on crame des cartouches comme on dit, on se fait mal, on a des séances qui peuvent être dures ou longues, on fait face à des inconforts, de la fatigue, de la douleur physique, musculaire, et ça demande une certaine récupération mentale. C'est ce qui va vous permettre derrière d'être capable le lendemain de retrouver votre motivation. Vous avez un gros rôle sur le fonctionnement immunitaire. Pendant votre sommeil, votre système immunitaire, il fonctionne à fond. Il profite du fait que les autres fonctions de l'organisme sont un peu au repos puisqu'on dort. Et vous avez tout le travail immunitaire qui a lieu à ce moment-là. Donc, les cellules immunitaires vont aller sur les zones qui ont besoin d'être réparées, renforcées. C'est ce qui va permettre aussi de réguler votre inflammation, parce que quand vous faites un effort physique, vous inflammez quelque peu votre organisme. Mais c'est positif, parce que cette inflammation, c'est un message, un messager. C'est grâce à elle que votre corps va comprendre qu'il y a des zones à réparer et que ces fameuses cellules immunitaires vont être attirées sur les bonnes zones qui sont potentiellement inflammées pour les réparer, les reconstruire et les rendre plus fortes. Et puis vous avez aussi, donc, en plus du rôle de prévention des blessures qu'on vient de voir, une réduction du risque de surentraînement, parce que si vous vous privez de façon chronique de sommeil sans dormir suffisamment, vous risquez forcément de vous retrouver en surentraînement. Vous allez cumuler cette fatigue. Vous avez une dette de sommeil qui se manifeste et qui s'accumule. Et là, on sait qu'un sportif qui dort moins de 7 heures par nuit en général, et on va voir ensemble les recommandations sur le sommeil, vous avez une diminution des performances, augmentation forte du risque de blessure et troubles de l'humeur, dépression, manque de motivation, difficulté à aller s'entraîner, etc. Donc, on sait que c'est vraiment la clé concernant le sport. Donc, en termes de besoin de sommeil, chez le sportif, on parle de 7 à 9 heures par nuit pour une récupération optimale après l'entraînement. Ça peut aller jusqu'à 10 heures, parce qu'on a plus besoin de sommeil quand on fait du sport. Alors j'ai conscience que certains ont besoin de se lever très tôt en semaine pour aller faire un entraînement, et donc se priver de sommeil pour aller s'entraîner. Pensez bien à ça, parce que le problème c'est que si vous le faites régulièrement, en fait, vous tirez une balle dans le pied et c'est pas productif, parce que certes, vous voulez quand même bien vous entraîner, mais si vous avez pas suffisamment de sommeil par rapport à vos besoins, derrière, vous n'allez pas récupérer. Donc, pensez à ça si vous stagnez, vous galérez avec pas mal de fatigue, vous avez même des blessures à répétition.
dites-vous s'il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Donc, premier réflexe, c'est de dire, voilà, tous les jours, j'essaie d'avoir mes 7 à 9 heures, et vous voyez, parce qu'on est tous différents, certains vont avoir besoin de 7, certains besoin de 10, certains besoin de 8. L'idéal, c'est de tester, vous couchez à l'heure qu'il faut pour pouvoir avoir au moins, allez, on va dire 8 heures de sommeil, et vous voyez si au bout de plusieurs jours, vous vous réveillez naturellement juste avant votre réveil, c'est que vous avez assez dormi. Si c'est pas le cas, vous avancez un petit peu votre heure du coucher. Ce qui est important, c'est d'avoir une routine. Donc forcément, en fonction des contraintes professionnelles et familiales, vous avez une heure de réveil qui peut ne pas être modulable. Par contre, l'heure du coucher, on peut souvent jouer avec. Et c'est là où vous allez pouvoir adapter votre vie et votre mode de vie en fin de journée avec une routine qui va faciliter l'endormissement et qui va vous permettre de vous coucher à la bonne heure pour avoir les heures de sommeil suffisantes. La routine de sommeil, elle est simple à mettre en place. Il faut, on va dire, dans l'heure qui précède le coucher, voire même un peu plus tôt, on se met dans les bonnes conditions pour bien dormir. On essaie de diminuer la luminosité, on ne s'expose pas aux écrans, à la lumière artificielle, on essaie de faire des activités qui ont tendance à favoriser un sommeil de qualité, on élimine le stress de la journée, ça peut être de la relaxation, de la lecture, écouter de la musique, rester en famille pour discuter, passer du temps avec vos enfants avant qu'ils aillent se coucher. Toutes ces choses-là ont tendance à vous permettre de calmer un peu, décompresser, travailler sur de la relaxation respiratoire, des exercices respiratoires simples, j'en propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vraiment vous mettre dans les bonnes conditions, essayer de surtout, alors concernant le sommeil, de ne pas vous entraîner avec des séances très intenses après 18 heures. Voire 19 heures. Si vraiment vous devez faire des efforts physiques très intenses, faites-les soit le midi, soit le matin ou le week-end. Ou vous le faites peut-être qu'une fois par semaine. C'est pas dramatique si une fois par semaine vous dormez un peu moins bien, mais le reste du temps, soyez bien concentré sur la qualité de votre sommeil. Sinon, là aussi, ça va être contre-productif, parce que si vous vous entraînez tard et intensément, souvent, on n'arrive pas à trouver le sommeil, et on a une nuit très perturbée, et donc on est en manque de sommeil. Donc de façon chronique, ça va pas être productif. Voilà. Donc, et pour le reste, forcément, le soir au repas, on essaie de s'alimenter avec l'alimentation adaptée, on essaie de ne pas se coucher juste après le repas, on évite forcément de consommer de la caféine après le déjeuner, parce que ça perturbe le sommeil, même une tasse. On ne boit pas d'alcool si on veut vraiment bien récupérer. Et ça c'est hyper important, même si on prend qu'un seul verre, ça va perturber le sommeil. Quand on enregistre la qualité du sommeil, on le voit immédiatement, même avec une simple bière ou un verre de vin. Et donc ça vous fait quand même pas mal de choses à mettre en place. Trouvez votre routine. Une fois qu'elle est trouvée, vous la faites. Mais idéalement, il faut le faire la semaine et le week-end. Attention, faut pas être trop rigide. Si de temps en temps vous perturbez un peu votre routine, c'est pas dramatique. Mais je connais beaucoup de personnes, beaucoup de sportifs qui, la semaine, n'ont pas forcément trop de temps pour bien dormir, et puis ils arrivent le week-end, ils ont peut-être un repas où ils vont voir des copains ou de la famille. Ils se couchent tard un soir, le lendemain ils mettent le réveil très tôt pour aller s'entraîner tôt, pour avoir le temps de faire leur sortie longue. Et puis ils font ça toutes les semaines. Et en fait, c'est pas possible de progresser dans ces conditions parce que vous récupérez pas. Donc là, c'est vraiment une question de choix personnel, mais il faut en être conscient. Voilà. Si vous n'optimisez pas votre sommeil, ça sert à rien d'aller vous entraîner comme un dingue, ou alors vous vous en foutez des performances. Et si vous ne tombez pas malade et vous ne blessez pas, vous êtes libre de continuer. Ça, c'est chacun qui voit un peu en fonction de ses priorités. Ensuite, on va parler de repos et de récupération active. Il y a deux éléments qui sont forcément très importants pour le sommeil. C'est le repos pour le sommeil, pour la récupération, excusez-moi. C'est le repos et la récup active. Le repos, c'est quoi? C'est les heures qui suivent ou parfois les jours de repos où on arrive à éliminer la fatigue et on laisse le temps au corps de récupérer. Donc chez certaines personnes, chez certains sportifs, on a besoin de plus de jours off, de jours de repos que d'autres. Chez ceux qui sont un peu plus entraînés, un peu mieux entraînés, on peut se permettre les jours de repos, de faire des entraînements faciles avec un rythme d'endurance vraiment facile, où là le but en fait
c'est de se réentraîner un petit peu, mais de ne surtout pas rajouter de la fatigue pour que le corps puisse récupérer de la séance, par exemple de la veille, qui a été soit intense, soit longue. Mais si ça vous rajoute de la fatigue parce que physiquement vous n'êtes pas capable de cumuler cette charge, et ben forcément il vaudra mieux faire du repos ou de la récup active. La récup active, c'est utile parce que ça va vous permettre de un petit peu favoriser, améliorer la circulation sanguine, donc l'élimination des déchets métaboliques, aussi la nutrition des différents tissus, l'oxygénation. Vous avez aussi moins de douleurs musculaires, articulaires, soulagement des courbatures quand vous faites de la récupération active. La récup active, c'est simple, c'est le concept. On choisit une activité qui n'est pas traumatisante. Donc un sport cardio avec peu ou pas de choc. Donc si vous faites de la course à pied, certains peuvent faire des footings récup, mais c'est vraiment très lent et très très cool. Pour vous dire, un coureur comme Navarro, qui est très fort en marathon et qui a un record à 2h05 et 27 secondes, je crois, un truc comme ça, il fait ses footings de récupération en 5 minutes 20 au kilo. C'est un monsieur qui court le marathon en 2,59 au kilo. Le marathon, hein. Donc c'est pour vous dire que pour lui, en tout cas, quand il veut récupérer et être sûr de ne pas accumuler de la fatigue, il sait qu'en courant à 5 minutes 20 au kilo, bah, ça va lui permettre de faire ce qu'il faut et d'obtenir cet effet positif pour être bien le lendemain s'il a une séance. Peut-être que pour vous, ce sera de la marche rapide, active, ou un peu de vélo en endurance, mais très très léger, ce qu'on appelle la zone 1 quand on parle de zone d'intensité d'effort. Là, vous pouvez parler, avoir une conversation, vous êtes quasiment pas du tout essoufflé, le cœur est bas par rapport à votre fréquence max, on est en dessous de 70% de la fréquence max. C'est ça, la récup active. Ça peut être aussi d'autres machines cardio comme le vélo elliptique, ça peut être alternance marche-course pour certains, ou footing très très lent, très cool. Voilà, en gros, vous pouvez même faire un peu de piscine chez ceux qui ont une bonne technique et qui peuvent se permettre de nager vraiment cool en intensité. On peut faire entre 20 et 45 minutes de temps de séance sur de la récup active. Donc le lendemain éventuellement de vos séances intenses et dures, si vous avez envie de refaire un petit effort, vous faites de la récup active. Comme vous rajoutez pas de contraintes. La marche rapide, c'est déjà très bien. Le corps aime bouger, il aime pas ne rien faire. Donc c'est pas forcément pertinent quand on veut récupérer de rien faire du tout, rester assis sur une chaise toute la journée au travail, pas solliciter le système cardiovasculaire. Voilà, on veut quand même optimiser la fonction du corps et c'est bien de le faire bouger. Mais on ne cumule pas de fatigue. Donc c'est pourquoi on parle aussi d'un pilier parce que autre élément important du repos, en plus du repos, on va dire immédiat ou qui suit les entraînements difficiles et intenses, donc vous avez aussi la planification de l'entraînement. À savoir, on va pas enchaîner tous les jours des entraînements difficiles, parce que là, du coup, vous comprenez bien que vous n'avez pas de période pour éliminer la fatigue. Vous construisez de la fatigue, la fatigue, la fatigue. En dehors de périodes très très courtes et spécifiques d'entraînement, comme dans des week-end shocks pour le trail, ou des gros volumes en marathon ponctuellement, on peut se permettre d'accumuler un petit peu de fatigue, et encore que en faisant plusieurs jours difficiles. Mais derrière, il faudra plusieurs jours de récupération ou récup active, donc il faut le prendre en considération. Beaucoup de sportifs professionnels essaient d'alterner un jour difficile, soit intense, soit long, et 1 ou 2 jours plus cool. Alors eux, ils peuvent se permettre de faire du volume en endurance et récupérer en même temps, parce que ce sont des monstres physiques et qui ont des années d'entraînement derrière. Peut-être que pour vous, ce sera un jour de repos, puis un jour de récup active, puis à nouveau une séance intense. Ou un jour de récup active, un jour d'endurance très cool, et à nouveau une séance d'endurance ou une sortie longue. Vous voyez? Et cette planification de l'entraînement, elle est indispensable. Donc c'est ce qui va vous permettre aussi de savoir ce que vous allez pouvoir vous autoriser pendant votre semaine, dans votre semaine type. Je ne vous conseille pas de faire la structure habituelle de je m'entraîne avec des séances intenses le mardi, le jeudi, sortie longue le samedi ou le dimanche. Ça fait trop, hein, ça fait trop pour récupérer. Si vous faites des sports portés,
ou si vous faites du triathlon, du vélo, ça peut passer. Parce que les temps de récup sont pas les mêmes et le corps n'a pas forcément besoin de reconstruire autant de dégâts que quand on a des chocs avec la course à pied. En course à pied, pour le commun des mortels, une séance intensive par semaine. Le reste de ces sorties d'endurance, avec peut-être une séance où vous faites quelques sprints courts en côte, en montée pour construire la puissance et la force, et une sortie longue, ça sera suffisant. Hein, si vous en faites plus, je dis pas qu'il faut courir 2 fois semaine, hein, je vous parle des séances intenses ou difficiles qui vont stresser beaucoup l'organisme. Le reste des jours, on comble, on ajoute du volume en endurance, cool. Et là, vous allez pouvoir, au fur et à mesure, avoir une bonne récupération à long terme et pouvoir répéter les semaines, semaine après semaine, mois après mois, ce sera la clé de votre progression. Ensuite, on va passer à un autre élément, c'est la gestion du stress. Comme on l'a vu, lorsque vous faites un entraînement, vous stressez votre organisme. Il est vraiment dans un mode de fight or fly, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de combattre ou fuir. Il est vraiment dans cette situation de stress, et surtout si vous avez fait un entraînement intense ou un entraînement prolongé. Il y a le cortisol qui a été sécrété, qui est l'hormone du stress, et qui engendre tout un tas de réactions dans notre organisme. Et puis derrière, en fait, ce qu'on veut dans la gestion du stress, c'est diminuer, laisser le temps nécessaire à notre corps pour contrebalancer ce stress et retrouver un niveau de stress normal. Et pour ça, il faut donc avoir, en dehors de vos entraînements, une vie qui ne vous rajoute pas trop de stress. C'est pas que le stress physique. L'ensemble du stress va se surajouter. Si vous avez fait un entraînement intense et que derrière vous avez des réunions hyper stressantes au boulot, que vous êtes speed toute la journée, que vous mangez mal, donc vous rajoutez du stress, donc tout ça, ça perturbe votre récupération. Le lendemain, vous refaites un entraînement en vous levant très tôt et vous rajoutez du stress avec le manque de sommeil. Là, votre saut, vos capacités maximales à endurer le stress, votre limite de stress, là, elle commence à être atteinte jusqu'au moment où le saut va déborder. Et lorsque le saut déborde, on a une baisse des performances, on a un surentraînement qui peut se manifester, des douleurs, des blessures, maladies et surtout des pertes de motivation, la déprime, voire même voilà une petite dépression, pas envie d'aller s'entraîner. Ça, c'est le schéma classique de la gestion, du stress. Donc comprenez que le stress physique à l'entraînement est mental parce que c'est difficile des fois de faire ces séances. Plus le stress quotidien, ça se surajoute. Donc plus vous avez une vie stressante, moins vous allez pouvoir vous entraîner à côté et moins vous allez pouvoir faire de choses intenses, stressantes. À l'inverse, si vous voulez vous entraîner plus, il faut que votre quotidien vous laisse le temps de récupérer et de diminuer ce stress. Vous voyez, c'est vraiment multifactoriel la récupération. Et pour diminuer le stress, il faut éliminer les situations qui peuvent être stressantes dans votre quotidien. Il faut essayer de mettre en place une vie qui soit moins stressante. Il faut éventuellement travailler sur certaines techniques de gestion du stress. Vous pouvez faire de la relaxation respiratoire en soirée pour libérer le stress, de la méditation, de la marche en nature, la marche avec votre chien, du temps avec vos enfants pour jouer avec eux, pour vraiment passer des bons moments en famille. Et puis également, pourquoi pas, quelques petits étirements pour vous déstresser, on va en reparler derrière. Et on n'ajoute pas de stress, c'est-à-dire qu'on va pas rajouter une mauvaise hygiène de vie, parce que ça, on peut le contrôler, alors que vous allez me dire peut-être que le boulot, vous pouvez pas tout gérer, bien sûr. Il y a certaines choses que vous allez pouvoir aménager, d'autres non. Mais ce que vous faites au quotidien, donc ce que vous mangez au quotidien, la quantité d'alcool que vous buvez, le sommeil que vous autorisez et que vous mettez en place, l'hygiène de vie que vous avez, ça, ce sont tous ces éléments-là vous permettent de diminuer ce stress. Donc on ajoute du stress quand on mange mal, qu'on boit de l'alcool, qu'on dort pas assez et qu'on est mal organisé. On veut donc stimuler l'activation du système parasympathique, c'est-à-dire le système qui permet de diminuer le stress et de retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est des fonctions équilibrées de notre corps. Et ce sera vos actions au quotidien qui vont vous permettre de diminuer tout ça et de retrouver vraiment un équilibre. Vous pouvez vous dire, donc en plus de bien travailler votre alimentation et votre nutrition, essayez pendant la journée de mettre en place un emploi du temps qui vous permette de ne pas être ultra stressé,
d'avoir de la place pour vous entraîner et d'adapter ça en fonction de votre emploi du temps. Ne mettez pas la barre trop haute. Si vous êtes stressé parce que vous dites je vais jamais pouvoir caler tout ça, vous êtes trop stressé, ce sera contre-productif. Faites-en un peu moins, mais faites-le bien et dans de bonnes conditions. Quand vous faites du sport, vous n'êtes pas non plus obligé de tout le temps faire tout à fond. Prenez le temps de faire beaucoup d'entraînements cool, juste pour s'aérer, pour prendre du plaisir, pas de contraintes, vraiment pour bouger. Et ça, c'est indispensable, pour vous sentir bien. C'est l'objectif premier du sport à la base, hein. Se sentir bien. Vous rentrez de l'entraînement, vous vous sentez mieux que ce que vous sentiez avant de partir. Vous avez des exercices respiratoires qui sont accessibles éventuellement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir certains trucs. Les étirements, passer du temps en nature, comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment utile. Et puis on évite les activités stressantes. Ça va être trop de temps devant la télé à regarder les news qui sont vraiment, ça surajoute le stress, de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, de scroller un peu différents réseaux, notamment ceux qui utilisent Insta et tous ces réseaux-là. Là, ça augmente du stress. Le stress, c'est pas productif. Et puis pendant ce temps-là, ça vous bouffe du temps que vous n'avez pas pour faire des choses utiles pour vous. Donc voilà, on est vraiment dans une approche holistique et vous avez compris, ça, ce sont les piliers. Finalement, c'est pas compliqué à mettre en place. Vous avez vu que c'est juste un mode de vie, une hygiène de vie. Ça veut pas dire devenir un moine et ne plus rien faire dans son quotidien. Ça veut surtout dire tout faire pour que votre corps soit dans de bonnes conditions et que mentalement, physiquement, vous vous sentiez bien et équilibré. Et ça, c'est important parce que vous savez au plus profond de vous ce dont vous avez besoin. Mais souvent, vous avez cette petite voix qui vous empêche d'aller vers ça parce qu'elle va vous dire oui, mais bon, j'ai envie d'avoir une vie. Oui, mais j'ai envie d'aller chez un tel parce que sinon, je suis pas un moine. Oui, j'ai pas envie de me coucher à telle heure tous les jours. Mais dans le fond, parfois, on se dit ouais, mais en fait, c'est ce qui me fera le plus de bien. C'est ce dont j'ai le plus besoin. C'est ce qui apportera le plus aussi à ma famille. Ça, on l'a au plus profond de nous. On l'entend. Ou parfois, on veut pas l'entendre, mais on l'entend quand même. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et c'est là où vous aurez vos réponses et vous allez trouver votre équilibre, votre routine qui va vous permettre de mettre en place ces piliers de la récupération en priorité A. Ensuite, concernant les autres piliers, les autres techniques de récupération, ça c'est ce qu'on va pouvoir surajouter. Quand je parlais de priorité A pour les éléments précédents, c'est que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Là, on va passer à la priorité B. Ce sont les techniques que vous pouvez potentiellement utiliser si vous avez tout mis en place. Tout mis en place en priorité A et que vous avez encore un peu de temps et d'énergie pour ajouter des petites choses et un petit peu encore optimiser votre récupération. Pourquoi priorité B? C'est parce que ce sont des techniques qui, au travers des études scientifiques, montrent certains bénéfices sur la récupération. Mais on verra qu'il y a d'autres techniques dont on parle parfois qui ne montrent pas d'effet. Et pourtant, on en parle souvent, malheureusement. Donc là, l'objectif, c'est que moi, je vous donne ce qui ressort au travers des ressources scientifiques, au travers des pratiques des meilleurs sportifs, d'athlètes de haut niveau, de ce qui est conseillé aussi par les meilleurs coachs, que ce soit en course à pied, en vélo, en triathlon. On va donc commencer par, donc en priorité B, il y a deux techniques. Ça va être les étirements et ça va être le massage, qui font partie des techniques de récupération qu'on évoque assez souvent. Concernant les étirements, il faut savoir que les étirements à proprement parler ne permettent pas de récupérer plus vite, ne permettent pas d'éliminer plus rapidement les courbatures et ne permettent pas d'améliorer les performances ou de réduire les risques de blessures. Voilà ce qu'on sait au niveau des étirements. Donc vous allez vous dire bon ça sert à rien, je l'efface. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qu'on a vu par contre, c'est que quand on pratique des étirements et qu'on apprécie le fait de faire des étirements, on peut diminuer le fameux stress qu'on a accumulé physiquement et mentalement pendant les entraînements et pendant notre journée. On peut aussi avoir un travail sur l'amélioration de la flexibilité, ce qui peut être utile chez les personnes qui sont blessées parfois, et aussi chez les personnes qui ont eu des traumatismes par le passé, qui gardent certaines raideurs musculaires, qui veulent maintenir un corps suffisamment flexible et qui aiment pratiquer des étirements. En d'autres termes, si ça vous fait du bien, vous avez une routine d'étirement de mobilité,
et vous sentez que ça vous aide à décompresser, que vous sentez mieux dans votre corps, vous avez vraiment l'impression que ça vous apporte, là du coup, pour le coup, les étirements vont vous améliorer, vous aider à mieux récupérer, puisque ce sera bénéfique, ça diminue votre stress, ça stimule le système parasympathique et il n'y a pas de souci. À l'inverse, si vous faites des étirements parce que vous dites il faut que j'en fasse, vous aimez pas ça, vous n'avez pas l'impression que ça vous apporte quelque chose, et en plus vous êtes, comme vous manquez de temps, vous êtes vachement speed en vous disant oh là là, vite, faut que je fasse mon truc là, là ça va vous rajouter du stress, donc ce sera contre-productif. Donc si vous êtes dans ce cas-là, on élimine les étirements, on se concentre sur les piliers de priorité A. En ce qui concerne les étirements, je vous ai mis un lien vers une séance d'étirement que vous pouvez pratiquer d'une de mes vidéos YouTube pour commencer si vous avez envie de tester justement et de vous dire bon bah c'est vrai que j'aimerais bien de temps en temps, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, ça peut être que les jours où vous avez fait des entraînements intenses, 2-3 fois semaine, ou les jours où vous avez du temps, etc. Les jours de récup, pourquoi pas aussi. Voilà, les jours où vous sentez que vous pouvez le caler, bah, même si c'est que 2 fois semaine, ça sera très bien. Vous le faites assez régulièrement, vous mettez dans votre bulle, faut les faire dans de bonnes conditions, on se concentre sur la respiration profonde. Voilà, on est vraiment dans cette optique de récupérer, de se relaxer. Là, ça va être utile. Si vous voulez vous étirer comme une brute partout, rajouter de la douleur et de la confort, ce sera probablement pas utile, sauf dans des cas très particuliers où vous avez une blessure à soigner. Donc vous pouvez consulter le lien que je vous ai dit. Massage, autre technique de priorité B. Alors, pourquoi priorité B? C'est parce que quand on regarde concrètement les études dans les recherches scientifiques sur le sujet, on n'observe pas de réels bénéfices concernant l'amélioration de la récupération. En tout cas, on ne va pas récupérer plus vite si on a des massages. Par contre, on sait que le massage peut soulager les douleurs musculaires. Ça ne veut pas dire que le lendemain, si vous êtes massé, vous allez être meilleur. C'est-à-dire que sur le moment, vous avez moins mal aux jambes. Et ça, mentalement, ça peut avoir un impact bénéfique. Le massage, ça peut aussi stimuler le flux sanguin, ce qui peut être bénéfique si vous ne pouvez pas faire de récup active et que vous vous dites à la place, tant pis, j'ai vraiment pas le temps de faire ma séance de récup active, je suis trop fatigué, je peux taper dans le massage, pourquoi pas. Il est vrai que chez les professionnels, comme on le voit dans le vélo, en course, ils ont ce besoin d'être massés, ils se sentent mieux. Pourtant, quand on regarde les études, on retrouve pas de bénéfice à part soulagement des douleurs musculaires et bien-être sur le moment. Donc c'est comme les étirements, si vous voyez que le massage ça vous fait du bien, parce que lorsque vous utilisez un rouleau, un bâton de massage et que vous assouplissez vos muscles pendant 5-10 minutes de temps en temps dans votre semaine, vous vous sentez mieux, faites-le. Mais ce n'est pas prioritaire. Si c'est une contrainte, vous allez rajouter du stress, vous n'allez pas forcément mieux récupérer, au contraire. Puis derrière, vous allez avoir moins de temps pour vous concentrer sur les piliers, la priorité A et les piliers de la récup. Donc encore une fois, vous le faites que si nécessaire. Je vous mets une vidéo sur le massage avec un petit tuto auto-massage des jambes que vous pouvez tester, voir si vous avez du temps, envie de le mettre dans votre quotidien, ce que ça peut donner. Ensuite, pour le reste et les autres techniques de récupération, on a encore 3 choses qui peuvent être pertinentes, mais qu'on classe en priorité C. Pourquoi? C'est parce que quand on regarde les études, il n'y a pas beaucoup d'effets bénéfiques. Il n'y a pas forcément d'effet sur la récupération sportive. Et puis en plus, concrètement, donc ça peut apporter un petit plus dans certaines conditions, on va le voir. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parfois même un investissement financier pour très peu de résultats. Par exemple, juste pour bien comprendre, on va commencer par les bains froids et la cryothérapie. Donc oui, ça a un effet plutôt anti-inflammatoire. Donc le concept c'est d'utiliser le froid pour soulager les douleurs musculaires, diminuer l'inflammation, et oui, ponctuellement, ça peut améliorer un petit peu la récupération en réduisant les douleurs musculaires. Mais c'est pas forcément bénéfique, ça va pas forcément vous aider à récupérer plus vite. Parfois même, parce que ça stoppe trop l'inflammation, si vous le faites immédiatement après votre séance de sport,
surtout si elle a été intense et ou prolongée. Vous bloquez le processus inflammatoire, vous bloquez certains mécanismes d'adaptation, et on a vu avec certaines recherches que ça pouvait bloquer la croissance musculaire, la réparation musculaire, la perturber, pas la bloquer complètement, mais la perturber, et ça peut être négatif. D'accord ? Donc on est vraiment sur là encore une fois, on va pas, voilà, vous n'allez pas consacrer un temps monstre pour la cryo, le bain froid. Si vous êtes vraiment un athlète de très haut niveau et que vous avez le temps de le faire et que vous sentez que c'est bénéfique, vous le faites de temps en temps, vous testez, vous voyez si ça vous aide. Mais globalement, si ça vous aide pas à vous sentir mieux, on oublie. Autre point, un peu dans la continuité, ça va être sauna, bain chaud. Prendre un bon bain chaud après le sport, ça peut vraiment faire du bien. Ça vous aide à vous relaxer, ça diminue les tensions musculaires, on se sent bien. Ça peut avoir un effet positif sur la récup. Encore une fois, ça va pas être miraculeux, vous n'allez pas repartir avec des jambes neuves le lendemain si vous avez en plus pas appliqué les piliers, mais potentiellement ça peut avoir un impact. Sauna, ça peut être pertinent parce que ça peut vous aider à activer la circulation sanguine. Ça, comme ça vous expose à la chaleur, ça peut avoir certains bénéfices à l'entraînement, mais ça c'est un autre sujet, on n'est plus trop dans la récup. Mais ce sont pas des priorités parce que ça prend du temps et c'est pas, encore une fois, prioritaire dans notre liste. Donc au moins vous le savez, c'est quelque chose qui peut être utilisé mais qui est pas dingue. Et dernière technique avant de parler du reste, c'est les vêtements de compression. À savoir chaussettes de contention, ça peut être carrément des bas de contention pour l'ensemble des jambes. Ça peut aider à améliorer le retour veineux. Ça peut être bénéfique, notamment si vous avez un métier sédentaire, vous êtes assis ou debout d'ailleurs aussi, à piétiner ou rester debout pendant de longues heures, que ce soit avant vos entraînements, après vos entraînements, vous avez les jambes lourdes qui gonflent. C'est pas l'idéal. Et là, pour le coup, les vêtements de compression, notamment les chaussettes de contention, ça aide beaucoup. Vous verrez que si vous les utilisez, c'est top. Ça coûte pas très cher. Ça peut vous aider à vous sentir mieux après derrière. Au niveau de l'amélioration de la récupération, on peut se retrouver un petit avantage parfois via les études scientifiques, notamment sur la perception des douleurs musculaires, mais on n'a pas d'amélioration réelle de la récup à moyen long terme. Donc, comme c'est pas contraignant puisque vous pouvez le porter et faire votre vie, et puis qu'en plus c'est pas très cher, j'ai tendance à le recommander parce que ça c'est peut-être une des rares techniques de récup qui peut prendre du sens parce que ça vous bouffera pas de l'énergie pour vous concentrer sur le reste. Voilà. Donc ensuite finalement tout le reste, ça peut être le complexe, ça peut être le massage gun là avec les nouveaux appareils, ça peut être certains outils de récupération que vous pouvez voir, ça peut être certains compléments qu'on va vous dire de prendre. Tout ça n'a pas d'intérêt parce que ce n'est pas du tout prouvé par les recherches scientifiques, ce n'est pas non plus appliqué par les athlètes de haut niveau et ce n'est pas efficace sur la récupération. Donc au mieux, vous allez perdre l'argent et peut-être bénéficier de l'effet placebo en vous disant que vous avez quand même investi un truc, ça peut vous donner un petit plus, mais en dehors de ça, il n'y aura pas grand-chose. Au pire, vous allez surtout perdre du temps et de l'énergie que vous n'aurez pas pour les piliers. Par exemple, après on est tous différents, donc au niveau des techniques de récup, il y a certaines personnes qui réagissent bien sur telle ou telle technique et d'autres pas. À la limite, vous êtes libre de tester et de voir. Mais il faut bien retenir une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes pros qui font la promo de certains outils de récupération, mais qui ne les utilisent absolument pas au quotidien. Si vous voyez un peu comment fonctionnent les cyclistes professionnels, ils rentrent de l'entraînement, ils mangent ce qu'il faut, et intelligemment, ils se nourrissent bien, ils se réhydratent bien, et ils rajoutent pas du stress derrière, ils se reposent, et ils vont bien dormir la nuit. Le reste, ils font rien de plus. S'ils sont en stage, ils se font masser parce que c'est l'objectif du stage. S'ils sont en compétition, ils se font masser. Le reste, ils n'ajoutent rien. Si on regarde les pratiques des triathlètes, comme les Norvégiens, Blumenfeld, Iden, qui sont vraiment qui dominent la très longue distance et les Ironman, qu'est-ce qu'ils disent en matière de récupération? Je les cite en matière de récupération. Tout ce que nous faisons, c'est juste bien manger, bien dormir et se reposer et bien s'entraîner. Tout le reste, c'est une perte de temps, on l'utilise pas.
Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de voir tout ça. Kylian Jornet a aussi parlé de la récupération. Il dit que lui, il se focalise sur les piliers et le reste, c'est que du superflu, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Donc éliminez tout ça de votre tête, ça vous permettra déjà d'avoir plus d'énergie pour le reste et vous vous sentirez vraiment mieux. Ensuite, un point très important à vous dire, à vous préciser, c'est finalement, on utilise tout ça dans le but de mieux récupérer. Mais derrière, comment vous allez pouvoir savoir si votre récupération elle est bonne ou elle est meilleure? Comment vous allez l'évaluer? Comment vous allez l'objectiver? C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple parce que si on se réfère uniquement à ce qu'on a en tête, malheureusement des fois on se dit on n'arrive pas à se concentrer sur notre niveau de fatigue et puis on se dit bon voilà, aujourd'hui j'ai ça de prévu, je veux le faire. On a du mal à ne pas faire les choses, hein, surtout quand on est sportif, et on veut toujours suivre le plan à la lettre, alors que c'est une grosse erreur, il faut l'adapter en fonction de votre récupération. Pour évaluer votre niveau de récupération, l'idéal c'est de se poser les bonnes questions et d'utiliser un questionnaire d'évaluation de la récupération. J'en ai développé un qui est gratuit, qui est accessible, que j'ai greffé dans mon dossier complet sur comment récupérer rapidement après le sport, que vous retrouvez en lien dans la description avec ce fameux questionnaire. Le questionnaire, il est simple. Les matins, au réveil ou avant d'aller vous entraîner, vous posez 5 questions. Avez-vous des douleurs ou des courbatures ce matin? Quels sont le degré de douleur et de courbature musculaire? Et vous allez pouvoir répondre en donnant un score entre 1 et 5. 1, c'est très courbaturé. 5, pas du tout de courbature. Vous allez pouvoir cliquer sur le score que vous mettez. Comment avez-vous dormi la nuit dernière? 1, très mal dormi. 5, très bien dormi. Vous sentez reposé, vous sentez bien. Troisième question, quel est votre niveau d'énergie ce matin? Comment vous vous sentez par rapport à votre fatigue? Est-ce que vous vous sentez bien, énergique, ou vous vous sentez très fatigué? Donc 1, pas d'énergie, très fatigué. 5, plein d'énergie, très peu de fatigue. Quel est votre moral ce matin? Quatrième question. Parce que le moral, souvent, il est très corrélé à votre niveau d'énergie et de fatigue. Quand on n'a pas le moral et qu'on fait du sport, souvent, c'est soit parce qu'on est blessé malheureusement, mais en dehors de cette situation, souvent c'est parce qu'on est fatigué, qu'on a trop de stress dans le quotidien et que c'est pas le moment d'en rajouter. Donc, moral, s'il est très mauvais, c'est signe de mauvaise récup. Excellent, tant mieux. Et puis les chiffres qu'il y a entre 1 et 5 là aussi en termes de score. Et enfin, quel est votre niveau de stress? À quel point vous ressentez du stress actuellement dans votre quotidien? Est-ce que vous vous sentez très stressé? 1. Ou à l'inverse, 5 points, peu stressé, très détendu. Et grâce à ça, je vous laisse le soin de consulter ce questionnaire d'évaluation de la récup. Vous pouvez tout à fait l'utiliser tous les jours au quotidien et vous notez votre score. Comme ça, vous dites, ah tiens, aujourd'hui, mon score, il est plus bas que la normale. Vous comparez d'un jour à l'autre, comme ça, vous avez une tendance qui se reflète. Tiens, à chaque fois que je fais une séance très dure, le lendemain, je vois que tout de suite, mon score, il chute. Et donc, je sais que j'ai besoin de récupérer. À l'inverse, les jours où vous avez fait de la récup active et vous vous réveillez le lendemain après une bonne nuit, vous avez bien mangé, tiens, mon score il réaugmente, il est revenu à la normale. Là, je peux me réentraîner normalement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir adapter votre entraînement et savoir ce que vous allez pouvoir faire. Si vous vous levez et que le score est pas bon, ça veut dire que vos perceptions, finalement, ce sont que des questions vraiment de perception, de vos sensations, de ce que vous ressentez au plus profond dans votre corps et dans votre tête. Donc c'est vraiment les questions indispensables à se poser. Et si ça c'est pas bon et que vous avez malgré tout un entraînement dur ou un entraînement long à faire, ça peut être pertinent de vous dire non, c'est pas le moment parce que je vais creuser ma tombe et que je ne vais pas en tirer de bénéfice. Je vais prendre des risques pour pas grand chose. Je vais surtout refaire une journée cool. On verra demain. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors oui, on a tous des emplois du temps qui font quand on a prévu un truc, on veut le faire parce qu'on n'a pas une durée de temps limitée. Oui, mais c'est contre-productif au même titre que si vous êtes malade le jour où vous avez prévu une sortie longue ou une sortie intense, vous pouvez pas le faire. Et là, dites-vous que si vous êtes fatigué et que la récup a pas été bonne, ça sert à rien d'aller se mettre minable. Vous pouvez toujours tester
un échauffement habituel, vous sortez, vous voyez comment vous vous sentez, si les sensations d'un coup sont bonnes, et que vous êtes vraiment bien, que votre cardio est bon, que vous avez un bon souffle, de bonnes sensations, là c'est différent, ça peut arriver que ça soit en décalage. Mais autrement, vous avez ce fameux score qui va vous aider grandement et qui va vous permettre d'améliorer votre récup au fur et à mesure. Voilà, ça vous donne vraiment un outil très très important. Vous pouvez aussi utiliser le cardio le matin au réveil, tous les matins dans les mêmes conditions. Vous prenez votre cardio, votre fréquence cardiaque de repos, et quand elle est anormalement très haute, souvent c'est signe qu'on n'a pas assez récupéré. Plus de 5 ou 10 pulsations de plus que votre normal, ça peut être le cas. Ça peut montrer que voilà, il y a trop de fatigue, pas assez de récup. Certains peuvent utiliser la variabilité de la fréquence cardiaque, mais c'est un outil qui est un peu plus, qui est moins fiable, qui ne repose pas toujours sur des données scientifiques suffisantes pour pouvoir être réellement bénéfique. C'est très individuel. Il vous faut une app spécifique. Faut pas vous fier à ce que vous dit votre montre. Et par contre, très important, on ne se fie pas à sa montre pour se dire ah bah là ma montre me dit j'ai bien récupéré. Ah là ma montre me dit qu'il me faut encore tant d'heures de récupération. Non, l'intelligence artificielle actuelle et les outils, les algorithmes qu'ils utilisent ne sont pas au point actuellement, donc vous oubliez ça, c'est surtout pas ça, c'est vos sensations qui vont être les meilleures, et c'est comme ça que ça fonctionne. Chez les sportifs de haut niveau également, les coachs ils font le point le matin, ils leur donnent un petit truc, un questionnaire comme celui qu'on vient de voir, et c'est là qu'ils peuvent savoir s'ils ont récupéré ou non. Ensuite, dernier petit élément avant de conclure, c'est que je voulais vous décrire un petit peu, on va dire une sorte de routine de récupération que vous pouvez avoir éventuellement en tête, qui peut vous dire, vous aider concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà, vous avez fini votre séance d'entraînement. Et vous savez que vous voulez maintenant bien récupérer. Donc déjà, vous finissez votre séance par 10-15 minutes, cool, un peu de retour au calme. Et 10-15 minutes, on force pas, on fait vraiment un rythme très très facile. Vous arrivez chez vous, vous commencez par bien vous réhydrater. Avec de l'eau, avec éventuellement un petit peu de jus de fruits si l'entraînement a été intense et difficile. Et puis vous buvez régulièrement dans les heures qui suivent. Au niveau de l'alimentation, rapidement vous allez remplacer les glucides que vous avez puisés, et aussi vous allez consommer des protéines. Donc si c'est à distance d'un repas que vous avez fini votre entraînement, vous prenez une petite collation, une banane, un yaourt grec, ça peut être très bien pour avoir un peu de protéines, un peu de glucides. Éventuellement, vous pouvez vous faire un petit smoothie, vous pouvez faire un bol avec quelques flocons, des petites graines, voilà ce genre de choses, et un fruit. Ça vous permet d'amorcer la récup. Si par contre vous savez que vous pouvez manger tout de suite, vous enchaînez, vous faites directement le repas complet. Donc vous savez que là vous êtes en fin d'après-midi, vous avez fini votre entraînement, vous allez prendre votre douche, vous allez vous relaxer, peut-être prendre un bain chaud si vous avez le temps. Puis avant le dîner, vous savez que vous avez un peu de temps, vous allez faire quelques petits étirements pendant 10-15 minutes, parce que vous savez que c'est bénéfique. Et vous le faites avec vos enfants, parce qu'ils aiment bien aussi s'étirer avec vous, ils vous voient faire, ils veulent faire la même chose, comme papa, comme maman. Et vous prenez le temps en temps en famille de faire ça quand vous avez la possibilité. Les jours où vous n'avez pas le temps, je saute, je ne l'inclus pas dans ma routine et je passe tout de suite au dîner. Au dîner, je sais que je veux terminer au moins 2 heures avant de manger, donc je me mets pas à préparer les choses à 21h si je veux me coucher à 22h, et je garde mon équilibre habituel. Bonne source de protéines de qualité, ça peut être viande, poisson, des œufs ou des protéines végétales, glucides de qualité, riz, pâtes, pommes de terre, patates douces, quinoa, toutes ces choses-là, des fruits, des légumes variés, des légumes de saison, des légumes verts, ajouter un petit peu dans mon assiette, j'adapte et puis des bonnes sources de graisse, l'huile d'olive, l'avocat, etc., les oléagineux. Ça, vous avez plein d'infos sur ce que je vous ai conseillé au sein du podcast et dans les autres épisodes que j'ai fait sur le sujet. Vous finissez votre repas, vous en profitez pour vous relaxer avant le coucher.
hein. Vous allez éventuellement éviter de vous mettre devant la télé parce que vous savez que ça vous stresse, ça vous énerve. Vous allez vous concentrer sur autre chose et vous allez plutôt prendre une petite tisane, écouter une musique relaxante, faire un peu éventuellement le vide, lire un livre, discuter avec votre femme ou votre mari avant d'aller vous coucher pour vous raconter votre journée, pour vous détendre. Vous faites un petit peu d'exercice respiratoire si vous avez envie, vous essayez peut-être de méditer si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par cette pratique. Vous n'utilisez pas votre téléphone, on est vraiment dans cette routine habituelle et vous allez vous coucher tranquillement à l'heure prévue pour pouvoir dormir au moins 8 heures ou plus en fonction de vos besoins et en fonction de l'heure de votre réveil, vous avez votre routine. Et vous allez pouvoir ensuite vous réveiller en forme le lendemain matin, évaluer votre récupération, bien vous réhydrater avant le petit déjeuner, enchaîner avec un bon petit déjeuner pour être prêt pour la séance éventuelle d'entraînement s'il y en a une aujourd'hui. Et voilà, vous avez tout compris concernant une bonne routine de récupération. C'est simple en soi, ça se cale. Et puis, il y a plein de choses que vous n'êtes pas obligé de faire puisqu'on a vu que les techniques en soi n'étaient pas du tout bénéfiques, mais c'est surtout les piliers sur lesquels il faut axer. Donc voilà pour ce podcast dense, comme souvent, mais bourré d'informations relativement importantes. J'aurais aimé, il y a encore 20 ans quand j'ai commencé le sport, qu'on me résume tout ça de cette façon, parce que c'est aussi beaucoup d'erreurs qu'on peut faire, nous, tout au long de notre carrière, entre guillemets, et puis qu'on observe les erreurs qu'on peut observer chez les autres. Trop souvent, on se concentre sur les petits détails qui fonctionnent pas, les trucs qu'on a vus à la télé, et voilà. Et en fait, on oublie que c'est pas ça qui fonctionne. La priorité pour avoir une bonne récupération, c'est d'écouter votre corps, mettre en place un entraînement intelligent, et ça, faut en parler à votre coach si vous avez un coach. Si vous coachez vous-même, bah du coup, c'est d'autant plus important de bien évaluer votre récup, d'utiliser le questionnaire d'évaluation. Je vous le répète, j'ai mis le lien dans la description. Et c'est ce qui va donc vous aider le plus pour être certain de bien récupérer et de vous sentir mieux. Dites-vous aussi que si vous enchaînez les blessures à répétition, ce qui est le cas de certaines personnes, c'est potentiellement peut-être parce que vous avez un manque de récup, trop de stress au quotidien, une fatigue qui s'est surajoutée, une nutrition qui n'est pas adaptée, un manque de sommeil. Ça, ce sont beaucoup d'éléments qui sont problématiques et qui peuvent engendrer des blessures à répétition et un entraînement de mauvaise qualité qui vous empêcheront de tout simplement réaliser vos objectifs. N'oubliez pas, on fait du sport pour notre plaisir, pour notre santé, pour notre bien-être, pour aussi le bien-être des gens qui nous entourent. Donc ça, il faut jamais le perdre de vue, le garder en tête. Et donc ça va dans la lignée de la récup. Si on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé, souvent c'est mauvais pour la récup. Il faut rester lucide, simple dans notre approche. Donc je vous invite à déjà mettre en place les piliers. Le mois prochain, vous allez peut-être pouvoir vous concentrer sur votre sommeil pour être sûr qu'il soit en place, que vous avez la bonne routine. Puis le mois d'après, ça va être sur la gestion du stress. Puis le mois d'après, vous allez vous dire bon voilà, maintenant que j'ai bien trié, je vais bien gérer mon entraînement, voir comment je peux l'adapter pour être sûr de m'entraîner au bon moment quand j'ai bien récupéré et mettre des jours cool d'endurance ou de récup active ou de repos entre les séances difficiles pour progresser et j'observe et ma récupération et mes progrès. Parce que qui dit récupération optimisée dit amélioration des performances. Donc au fur et à mesure, vous devez être capable d'en faire plus ou plus vite, en étant plus fort et en enchaînant les semaines. Voilà, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et donc, en tout cas, je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie aussi pour le temps que vous m'avez consacré, votre écoute, votre attention. Si vous voulez supporter mon travail et le podcast, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à la chaîne du podcast, de mettre un commentaire pour me laisser vos retours, si vous avez des questions également. Vous pouvez aussi partager le podcast si vous l'avez trouvé utile et que vous avez envie de le faire connaître autour de vous, avec les sportifs autour de vous, les gens qui veulent améliorer leur pratique et se sentir mieux. Et également pensez à consulter ma chaîne YouTube
et mon site toutpourmasanté.fr. Je propose beaucoup de programmes d'entraînement, que ce soit le renforcement musculaire, le soin des blessures, dans les différents sports comme la course à pied, le vélo et en triathlon également. Et ça peut être très bénéfique pour vous. Consultez bien mon site Tout pour ma santé. Il y a aussi tout un tas, tout simplement, d'articles, de dossiers et de ressources utiles pour que vous soyez un meilleur athlète et vous vous sentiez de mieux en mieux. En tout cas, je vous remercie encore et surtout, d'ici le prochain épisode, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, à bien vous entraîner et surtout à bien récupérer, à ne pas négliger votre récupération parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à très vite!